Aujourd'hui, je vous invite à explorer ensemble un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la création de routines efficaces pour le bien-être et l'apprentissage en classe. Vous vous demandez peut-être pourquoi les routines sont si importantes. Eh bien, elles agissent comme un guide sûr dans le quotidien scolaire, apportant structure, sérénité et un climat propice à l'apprentissage. Je leur ai consacré une vidéo, vous la trouverez en commentaire ici ou là. Au fil de cette vidéo, je vais non seulement vous expliquer le déroulement de chaque routine que j'ai mise en place dans ma classe, mais aussi vous montrer comment elles peuvent être adaptées à votre propre style d'enseignement. Alors préparez-vous à découvrir des astuces, des alternatives et des ressources enrichissantes qui transformeront votre approche pédagogique. Ensemble, plongeons dans cette aventure éducative inspirante. Bonjour, je m'appelle Michael, je suis enseignant au primaire en Suisse romande et j'aime vous inspirer par de petites choses que j'ai découvertes et mises en pratique. Après avoir proposé des vidéos concernant la mise en place de routines de manière générale, le bien fondé de se pencher sur notre climat de classe, je vous propose aujourd'hui 10 routines liées au climat de classe et d'apprentissage que j'ai mis en place ces dernières années dans ma propre classe. La vidéo est relativement longue et je l'ai chapitrée. Vous pourrez donc choisir des routines que vous désirez visionner sans forcément regarder les 40 ou 50 minutes de cette vidéo. C'est parti, je vous emmène dans ma classe. Bonjour et bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui, je vous parle d'une routine d'accueil des élèves. Accueillir les élèves, c'est marquer le coup, c'est indiquer qu'on change d'endroit, qu'on arrive ailleurs que chez soi, dans un espace qu'on va partager avec d'autres élèves et aussi avec un enseignant. Les élèves ont la possibilité de faire le bonjour, de dire bonjour de 3 manières différentes, soit la manière traditionnelle en tendant la main, soit en faisant un check ou encore en faisant un hug. Quelque part, ce n'est pas le signe qui est important, c'est le fait de se dire bonjour, de se souhaiter la bienvenue, de marquer ce début de journée, marquer l'arrivée en classe, marquer le fait qu'on vit ensemble, qu'il y a une transition, qu'on n'est plus à la maison, chez soi, mais qu'on est dans cet espace partagé. La routine d'accueil est toute simple. On se dit bonjour avec son prénom. Ici, les élèves m'appellent Michael par mon prénom, mais me disent vous. Pour moi, c'est suffisant pour marquer la relation et la différence en même temps. Donc par exemple, je vais dire bonjour Jules, il va me répondre bonjour Michael, je lui dis bienvenue en classe et puis on utilise un de ces 3 gestes pour symboliser le bonjour. Dans l'accueil en classe, il peut y avoir des variations. Par exemple, j'ai d'autres collègues qui ont mis d'autres éléments pour symboliser le bienvenu. Quelque chose que j'aime bien aussi, c'est la possibilité que les élèves ont, certains jours, de monter plus tôt. Tout simplement, j'utilise une mascotte que je mets à la fenêtre et si la mascotte est mise, les élèves peuvent monter plus tôt et en classe, ils ont différentes activités, ils peuvent faire des jeux de société et en fait, dans ce temps qui est gratuit, parce que ni moi ni eux sommes obligés d'être là, eux ne sont pas obligés de monter et moi je ne suis pas obligé de les accueillir, en fait, dans ce temps-là, il y a cette gratuité, cette offre et au niveau relationnel, on vit les choses tout à fait différemment que lorsque la sonnerie a sonné et que chacun prend un peu son rôle d'élève ou d'enseignant. Aujourd'hui, je vous présente la 2e routine dans ma classe. Une fois que les élèves sont arrivés, ils ont toute une routine d'accueil qui se termine par un temps calme. Le temps calme, c'est quoi? C'est un moment où on va se préparer à travailler ensemble. C'est un moment où on peut se retrouver avec soi-même, où on peut commencer à se concentrer et où on est généralement dans le calme. C'est aussi le moment où l'enseignant
peut effectuer toutes les tâches administratives, sachant que les élèves ne l'attendent pas, mais qu'au contraire, ils sont bien occupés dans une tâche peut-être simple, mais qui va les préparer pour la suite. Généralement, pendant le temps calme, surtout en début de 5e, les élèves commencent par faire des mandalas, faire des coloriages. En s'appliquant, il n'y a pas un concours de vitesse, il n'y a pas un concours de qualité non plus, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir se recentrer sur quelque chose qui nous permet de nous concentrer. Et puis au fur et à mesure que l'année avance, les élèves reçoivent leur cahier du cycle dans lequel ils vont pouvoir écrire, dessiner, annoter toute une série de souvenirs de ce qu'ils font chaque semaine en classe. Et puis il peut aussi y avoir des mots placés, des sudoku, d'autres activités qui ont toujours pour but que l'élève puisse se concentrer tout seul et se préparer aux différentes activités. La durée est variable. Elle prend en compte deux variables principales. La première, c'est la somme des activités que l'enseignant doit faire, que ce soit vérifier les agendas, vérifier des signatures, vérifier les devoirs, noter les présences et les absences, peut-être aussi remettre un petit peu d'ordre dans ce qui n'a pas été fait la veille, dans les oublis, etc. Et puis aussi le fait que les élèves ont besoin de plus ou moins de temps ou pas. Alors bien sûr, on ne va pas passer une demi-heure dans ce temps calme, mais certaines fois, prendre 5 minutes de plus pour apaiser les élèves après une récréation peut-être bien mouvementée, en fait, on se rend vite compte qu'on gagne du temps sur les apprentissages qui se font ensuite. À la fin du temps calme, je lance une musique et les élèves ont le temps de la musique pour ranger leurs affaires et puis être prêts, généralement à leur place ou parfois au coin rassemblement quand on a une activité à faire ensemble, genre l'accueil du matin ou le jardin des émotions, d'autres routines dont je vous parlerai dans les prochaines vidéos. Alors ce rendez-vous, c'est un moment que les élèves choisissent. J'ai 90% du temps, c'est eux qui choisissent. C'est rare que moi je prenne les élèves en rendez-vous sur mon initiative. Ils déposent leur petite carte avec leur prénom sur mon bureau. Il y a un moment que je vais prendre et que je vais leur consacrer pour pouvoir vraiment les écouter. Vous avez certainement tous déjà réalisé que écouter ce qu'un élève a à nous dire à la porte, quand il y en a une dizaine ou une vingtaine qui attendent derrière, c'est pas vraiment le bon moment. Et donc pour pouvoir leur apporter ce temps de qualité, j'ai choisi de ne pas le faire à la porte, mais d'avoir un moment dans ma procédure de début de journée où les élèves peuvent me parler et me dire ce qu'ils ont sur le cœur. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être tout simplement « Monsieur, j'ai oublié mes signatures » ou « mon devoir ». Et c'est vraiment un temps où moi je fais l'effort, je mets en place les circonstances pour être à leur écoute et pour pouvoir leur donner un retour sur ce qu'ils me disent. Alors ça peut être simplement sur le devoir, merci de l'avoir dit et puis fais-le pour demain, ou suivant ce qu'ils me partagent, pouvoir les encourager, pouvoir être content avec eux et puis pouvoir aussi leur apporter une parole de réconfort quand la nouvelle qu'ils ont à me donner n'est pas forcément très agréable. Et je crois que nos élèves méritent notre attention et cela mérite aussi que nous mettions en place des systèmes qui nous permettent vraiment de les écouter et que sur ces 10, 20, 30 secondes, ce soit eux qui soient les plus importants. Parfois, certaines rencontres nous posent plus de questions qu'elles nous donnent de réponses. Je ne sais pas si vous avez visionné cette vidéo qui est lié au conflit en classe, à la gestion de classe, où je rencontre Marcel Paris, qui est avocat et médiateur. Et à la fin de cette rencontre, je suis resté avec un petit vide, voire un grand vide. C'était comment permettre aux élèves d'exprimer leurs émotions en classe sans que cela fasse tout un bazar, sans que cela prenne plein de temps et sans non plus que la vie personnelle des élèves soit exposée devant tout le monde. Il m'a fallu pas mal de temps avant de trouver un système qui me convienne, où je sois d'accord de le mettre en place, qui permette de parler des émotions chaque jour, assez rapidement et sans que les élèves soient exposés, c'est-à-dire sans qu'ils soient obligés de dire pourquoi ils sont tristes, etc. Et en lisant une brochure, c'est le journal Innovation en éducation, dont je vous ai peut-être déjà parlé dans l'une ou l'autre vidéo, j'ai trouvé un système
ou plutôt j'ai lu quelque chose qui m'a fait penser à un système que j'ai finalement mis en place. Alors on peut l'appeler le jardin des émotions ou la place des émotions, peu importe. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Nous avons en classe ces différentes affiches qui reprennent 7 émotions. Alors on peut dire que certaines ne sont pas tout à fait des émotions, ça peut être des états d'esprit, peu importe. C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu pratique et que j'ai voulu utilisable pour mes élèves. Et dans leur routine d'accueil, dans leur temps d'arrivée le matin, une de leurs tâches va être de venir mettre leur photo prénom sur une de ces affiches. Alors bien sûr, on peut avoir plusieurs émotions en même temps. Ici, ils vont simplement en choisir une et c'est sur cette émotion-là qu'on travaillera ce jour-là. Donc tout simplement, quand on commence notre temps de rassemblement, les élèves viennent là et je prends un moment pour regarder avec eux les différentes émotions qu'ils ont mises et ils ont la possibilité d'en parler ou simplement de dire leur émotion mais sans vouloir l'expliquer. Et pour cela, tout simplement, leur petit carton, s'ils le mettent la tête en l'air, c'est qu'ils veulent en parler. Et s'ils le mettent la tête en bas, c'est qu'ils n'ont pas envie d'en parler. Donc le carton, il est simplement comme ceci. Donc si je le pose dans ce sens-là, c'est que je veux en parler. Si je le mets à l'envers, ça veut dire, ben voilà, moi je suis triste ou je suis fâché ou peut-être même je suis joyeux. Mais je n'ai pas envie d'expliquer au maître et aux camarades pourquoi j'éprouve telle et telle émotion. Et on dit souvent que le fait d'avoir déjà pu le dire, d'avoir pu dire quelle émotion nous anime le matin, c'est 50% de la résolution du problème, pour autant qu'on puisse dire qu'une émotion est un problème. Et pour moi, ça me donne l'information, ben voilà, cet enfant, c'est peut-être très passager, c'est peut-être très superficiel, mais ce matin, il est plutôt triste, il est plutôt en colère, ou il est peut-être plutôt joyeux, ou ils sont encore aimés et bien accueillis en classe. Donc c'est le temps du jardin des émotions. Et puis ces émotions, souvent, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Il y a quelques années, j'avais des élèves qui, quasi tous les matins, ils étaient en colère parce qu'ils devaient venir à l'école, mais c'était une colère plutôt apathique. Et donc, on a pris un moment en début d'année, souvent dans le conseil de classe, pour étudier les différentes émotions, une émotion à la fois. Et puis voir d'où elles venaient, quelles étaient les situations, voir aussi qu'il pouvait y avoir des intensités différentes, et puis au final, ben, voir à quoi servent des émotions. Si je suis triste, à quoi ça sert? Si je suis en colère et que j'ai plein d'énergie, ben, à quoi sert cette énergie? Et puis comment est-ce que je vais l'utiliser? Donc au-delà du fait de dire tous les matins l'émotion qu'on ressent, et puis vous avez vu, je joue le jeu avec eux, ben, c'est aussi de pouvoir apprendre comment ça fonctionne et puis qu'est-ce qu'on fait avec les différentes émotions qu'on a. Donc là aussi, c'est peut-être la routine clé pour un bon climat de classe, c'est d'avoir un endroit, un moment où on peut parler de ces émotions et puis où elles peuvent être entendues, elles peuvent être accueillies aussi par les élèves et par les enseignants. Les élèves ont besoin d'apprendre à s'écouter, à accueillir, sans forcément réagir. C'est pour cela que j'ai mis au point cette routine qui se fait tous les lundis matins après le temps calme. Lorsque nous allons au temps de rassemblement, nous parlons de nos émotions, comme tous les matins, et puis il y a la question de la semaine. Je n'ai pas encore vraiment trouvé de nom pour ce temps-là, où en fait chacun va pouvoir dire ce qu'il pense. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de juste ou de faux. L'idée, c'est que chacun ose dire ce qu'il a à dire, la réponse qu'il a envie d'apporter à cette question, et puis que les autres puissent écouter et accepter. Alors, en début de 5e, on est surtout sur du factuel. Qu'est-ce que tu as vu de beau ce week-end? Ou qu'est-ce que tu as bien aimé? Ou qu'est-ce qui est difficile pour toi? Qu'est-ce qui est facile? Et puis, au fur et à mesure qu'on apprend à vivre ensemble, qu'on apprend à avoir confiance les uns dans les autres, on va aussi avoir des questions qui seront peut-être plus éthiques, qui seront peut-être plus du ressenti, qui seront plus personnelles aussi dans le type de réponse qu'on va donner. Et là aussi, l'idée, c'est de pouvoir accueillir l'autre, même s'il ne pense pas comme moi, et il a le droit de rester mon copain, même si on n'est pas d'accord sur tout ce qu'on fait. Une des dernières routines que j'ai mis en place dans ma structure de classe, c'est la perle du jour.
je me suis rendu compte que nos souvenirs, en fait, ils n'étaient pas automatiques, ils n'étaient pas faits au hasard, mais qu'on pouvait choisir ce qu'on voulait retenir sur une journée. Depuis longtemps, avec mes filles, le soir, avant de les mettre au lit, on parle des perles ou des pétales du jour. C'est ces choses qu'on a faites durant la journée, qu'on a vécues et qu'on a beaucoup appréciées. Et pour la classe, j'avais envie de pouvoir mettre quelque chose du même genre en place. Et on a appelé ça la perle du jour ou la perle de la semaine, voire la perle de la période en fin d'une période scolaire. Et c'est le moment où chaque élève va choisir ce qu'il veut retenir de la journée. Et généralement, c'est quelque chose de positif. C'est rare les élèves, voire j'en ai jamais eu, qui retenaient la bagarre de la cour de récréation ou une mauvaise note ou quelque chose qui avait été difficile dans la journée. C'est un élément qu'ils aiment bien et qu'ils vont me dire tout simplement en me serrant la main en sortant. Donc c'est pas du tout quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et ce qui est marrant avec cette routine-là, c'est que souvent c'est moi qui l'oublie quand ils partent et puis les élèves me disent « Eh, on doit venir vous dire la perle du jour ». Donc l'idée de choisir son souvenir, de choisir ce qu'on veut garder en mémoire de cette journée et de l'exprimer tout simplement. Généralement, c'est pour la journée et puis j'aime bien le vendredi de le faire par rapport à toute la semaine ou juste avant de partir en vacances de le faire pour la période. Certaines fois, ça vaut la peine de se remémorer les différentes activités qu'on a eues parce que c'est rarement le cours de maths ou le cours de français qui va obtenir la palme d'or. C'est souvent une activité spéciale. D'ailleurs, si nous, on se posait la question de qu'est-ce qu'on a retenu de nos années d'élèves à l'école, c'est rarement un cours spécifique, mais ça peut être un cours spécial ou une sortie ou des activités dans ce genre-là. Donc, c'est aider les élèves à prendre compte. Je ne veux pas dire grand-chose ça. Aider les élèves à tenir compte ou à prendre note qu'un souvenir, ça peut se choisir et qu'avoir un bon souvenir de chaque journée, c'est toujours agréable. Le conseil de classe. Ce moment où on s'arrête, on prend un temps tous ensemble, généralement au coin rassemblement, et puis on discute de notre vie de classe. On discute de ce qui va bien, on discute de ce qui pourrait être amélioré, on peut aussi faire des projets, et puis aussi on va pouvoir régler un certain nombre de problèmes, que ce soit des problèmes que l'ensemble de la classe rencontre, ou parfois des problèmes entre deux élèves qui n'ont pas pu être réglés par les autres moments, les autres temps de discussion. Pour préparer ce conseil de classe, les élèves utilisent des billets de 3 couleurs différentes qui ont chacun un message spécifique. Ça peut être une demande ou une proposition. Et j'aime quand les élèves proposent des choses autres que « Monsieur, cet après-midi, on a la gym et on aimerait faire du foot ». Mais que c'est des propositions par rapport à la vie de classe, par rapport à la manière dont on fait des choses. Ça peut aussi être un problème. Et ce problème, souvent, ça a été des disputes ou des bagarres à la récré. Mais maintenant, certaines fois, c'est des problèmes au niveau de l'organisation. Je trouve que c'est toujours les mêmes élèves qui ont les coussins ou les casques anti-bruit ou ce genre de choses. Et ça permet, en conseil de classe, de trouver des solutions, d'essayer de mettre un système en place. Et puis, on va l'évaluer dans les semaines qui suivent pour voir si c'était une bonne idée ou si on devrait essayer de trouver autre chose. Ce que j'aime beaucoup dans cette idée-là, c'est que ce n'est plus seulement le maître qui organise la vie de classe, qui gère le climat de classe, mais les élèves sont participants. Les élèves ont aussi le rôle là-dedans et certaines fois, les problèmes qui sont rencontrés, c'est des problèmes que seuls les élèves rencontrent. Typiquement, le casque anti-bruit, j'en utilise pas, et puis les coussins non plus. Donc ça permet vraiment aux élèves d'apprendre à gérer les choses, d'apprendre à vivre en groupe et d'effectuer des propositions qui sont pertinentes. Et puis la troisième chose, c'est les billets qui sont les plus fréquents dans notre conseil de classe, c'est le bravo, où les élèves se félicitent les uns les autres, et parfois le maître en met aussi et en reçoit aussi pour l'une ou l'autre chose qui s'est passée pendant la semaine.
Et donc une partie du conseil de classe, ça va être justement de lire ces billets. Alors les billets verts, on n'a pas besoin d'en discuter. Les billets bleus, en général, je les renvoie au groupe pour voir si c'est juste une initiative personnelle ou si d'autres élèves seraient intéressés par cette même proposition. Et puis, généralement, il y a aussi une mise en perspective. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est lié aux objectifs de l'école? Ou est-ce que tout simplement on a envie de jouer peut-être un peu plus? Et pour les billets bleus, il y a une réponse en disant oui, c'est possible mais ça devrait être amendé. C'est possible, mais réfléchissez un petit peu plus au projet, développez un peu le projet, ou non, ce n'est pas possible du tout. Dans ce conseil de classe, j'aime aussi pouvoir prendre du temps pour mettre les événements de la classe en perspective. Que ce soit par exemple un élève qui a triché à une évaluation, et ça permet de réfléchir sur mais pourquoi c'est important d'être honnête, pourquoi c'est important de montrer son vrai jour, sa vraie capacité, que ce soit aussi par rapport à des disputes ou à des choses qui sont sous-jacentes. En général, les premières semaines se passent bien et puis après on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été réglées. Et donc j'aime prendre du temps là aussi pour leur expliquer les choses. Et puis parfois aussi on regarde différentes vidéos. Là on est en train de travailler le fait d'apprendre à apprendre et puis on regarde, c'est des petites vidéos qui font 3-4 minutes sur le fonctionnement du cerveau et c'est un bon moment à passer ensemble pour pouvoir apprendre des choses et puis des choses qui sont vraiment utiles au quotidien, même si c'est pas des maths, du français ou de l'allemand. Donc le conseil de classe, je pense que beaucoup de classes ont ce conseil de classe. J'ai pas vraiment une version exceptionnelle. Je suis généralement le président. Il y a très peu de notes, voire pas du tout, de ce qui est fait. Donc je sais que dans l'enseignement freinet, le conseil de classe est beaucoup plus formalisé et beaucoup plus complet. Les élèves participent beaucoup plus. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas mis ça en place, mais peut-être que dans les années, ça viendra encore. Donc voilà la routine du climat de classe qui est un peu le cerveau de notre vie de classe, là où on peut discuter tous ensemble de comment on vit notre classe. Les rangements. Si vous avez des enfants chez vous, vous savez que ranger la chambre, c'est pas évident. Ou leur faire ranger la chambre, ça l'est encore moins. Alors pensez à une chambre qui abriterait 19 élèves, ou 20 ou 24, et qui a pour objectif de travailler, de retrouver rapidement toute une série de choses. Le challenge du rangement est important. Ça peut vite prendre beaucoup de temps parce que c'est pas organisé, mais beaucoup de temps aussi parce qu'il y a trop peu de directives et qu'en fait les élèves n'arrivent pas à retrouver leurs affaires. Je leur dis souvent, si vous rangez les affaires là où je vous demande de les mettre, moi je sais où vous les avez mises. Par contre, si vous les rangez ailleurs, il va falloir que vous les cherchiez vous-même parce que j'ai aucune idée d'où vous avez pu les mettre. Alors pour le rangement, j'essaye d'être pragmatique, de leur permettre de se déplacer et d'avoir différents espaces dans la classe. Donc ils ont un premier espace qui est certainement celui qu'on a eu aussi quand on était à l'école, c'est l'espace qui est sous la table. Sous la table, il y a les livres. Les livres peuvent faire jusqu'à plusieurs centaines de pages pour notre brique d'histoire par exemple et j'aime séparer les différents outils qu'on a parce que la rencontre d'une feuille et d'un livre peut faire très mal et travailler avec des accordéons c'est sympa en musique mais c'est pas très intéressant dans les cours. Donc sous la table ce sera les livres de différentes matières. Et puis, ils ont aussi d'autres espaces de rangement. Ils ont par exemple au fond de la classe un espace où ils vont ranger leurs classeurs. Donc ici, on a 3 classeurs. Un classeur pour la conjugaison où ils ont une série de fiches qu'ils vont pouvoir compléter au fur et à mesure de l'année, qui sont dans des pochettes effaçables et qu'ils remettront en place, qui permettront aussi aux élèves des années suivantes de travailler sur les mêmes fiches. Donc ici, on est sur de l'économie et puis aussi sur de l'écologie. Ils ont un classeur de livret qui fonctionne de la même manière et puis ils ont aussi leur classeur de travail qui est le classeur dans lequel on range les fiches. Et puis ils ont ensuite des casiers et dans ces casiers on a
d'une part, les fiches. En fait, tous les dossiers qu'on reçoit qui sont en cours sont dans des pochettes de couleurs. Alors, on a un code couleur et puis les fiches sont là. Et au-dessus, ils ont le cahier. Au-dessus, ils ont les cahiers et entre autres ce cahier noir qui est leur cahier souvenir de l'année. Pour aider les élèves à gérer leurs affaires et aussi parce qu'en début d'année c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre où, il y a cette fiche mémo par rapport aux couleurs. Donc rouge en mathématiques, alors principalement c'est les couleurs qui sont liées à notre plan d'études, mais il y a quelques digressions. Par exemple, j'enseigne le français, ma collègue aussi, donc on a pris 2 couleurs différentes pour éviter que les élèves mélangent tout ça. Les élèves mettent aussi leur prénom. J'ai imprimé toute une série de prénoms à mettre au début des pochettes parce que certaines fois les élèves se trompaient de casier quand ils les rangeaient et puis ça passait dans le casier du voisin, c'est le voisin qui faisait les exercices à leur place. C'était pas très efficace. Donc voilà, en fait, les problèmes qu'on rencontre et les solutions qu'on y applique deviennent les situations normales pour les années suivantes. Donc là, c'est au niveau du matériel d'école. Et puis, ce qui permet de travailler, on va dire les outils, ils les ont tous dans des petits paniers comme celui-ci. Et donc, ils ont tout leur matériel sur leur table. Alors là aussi, c'était une discussion de conseil de classe, parce que quand j'avais mes tables en ligne, il suffisait qu'un élève passe un peu trop près et tout tombait. Donc pendant des années, tout le matériel était au fond de la classe. Et puis maintenant que les tables sont en îlot, en fait, les élèves peuvent avoir leur bac sur leur table parce qu'il est retenu par la table qui est à côté. Et j'ai beaucoup moins d'accidents comme ça et c'est beaucoup plus pratique pour les élèves. Par contre, c'est vrai qu'ils se déplacent un peu moins. Alors, comment se passent les rangements? Généralement, et ça fait très longtemps que c'est comme ça, je distribue les fiches seulement à la fin de la semaine. Ça évite que tous les jours, on perde du temps pour ces rangements. Et donc, les élèves, à la fin de la semaine, vont avoir une routine de rangement qui est liée aussi au fait de faire l'agenda, de copier l'agenda, de prendre ses devoirs, et puis ils vont vider les différents casiers, ils vont ranger. S'ils ont utilisé des pochettes avec leur stylo, ils vont les nettoyer, et puis ils vont aussi vider leur sac d'école de tout ce qui est devenu superflu, ranger leurs pochettes où ils mettent leurs leçons, et puis ranger le dessous de leur classe. Et puis on a été invité à avoir une photo d'une table bien rangée. Et puis, ma collègue l'a affiché là, et donc les élèves peuvent être même très précis. Alors ici, vous voyez qu'on a été plus ou moins du plus gros au plus petit, tout en étant, en laissant les matériels pour les mêmes matières ensemble, que ça ait un petit peu de sens. Donc le rangement chez moi, c'est le vendredi après-midi, sauf si on a la gym, on le fait un tout petit peu plus tôt, mais c'est en fin de semaine, on prend un moment pour ranger tout ça. Et avec la même philosophie, on a un moment juste avant les vacances où là on va peut-être prendre 1 voire 2 périodes pour vider justement toutes ces pochettes qui sont terminées et puis mettre le travail dans les classeurs. Alors pour certains élèves qui sont assez systématiques, ça va prendre très peu de temps. Pour d'autres, ça va en prendre beaucoup plus. Et puis il y en a aussi certains qui essayeront de faire croire qu'ils ont terminé alors que c'est loin de l'être. Dans ce groupe classe que j'ai actuellement, les élèves sont très empathiques, donc ils s'aident volontiers, mais ça vaut la peine d'avoir quelques cases à cocher pour vérifier que chacun a bien terminé son travail et que c'est fait correctement. Donc ça, c'est une routine qui permet aussi d'avoir un climat de classe serein, c'est qu'on trouve ses affaires et qu'elles soient rangées sans que ça prenne trop de temps. Ça faisait longtemps que j'utilisais cette méthode, mais je ne savais pas qu'elle avait un nom. Ce sont les activités en pyramide. Alors non, ce ne sont pas des élèves qui montent sur le dos les uns des autres et qui font des superbes figures dignes des meilleurs gymnastes. Les activités en pyramide, c'est en fait une manière de gérer les réflexions. La première chose, c'est que l'élève va avoir une question, ça peut être un problème de mathématiques, ça peut être un exercice de français, ça peut être n'importe quoi, et il va devoir y réfléchir pendant un certain temps tout seul.
En fait, même dans les travaux de groupe, j'ai appris que si on ne commence pas à réfléchir à la question tout seul, quand on va faire la mise en commun, finalement, ce seront toujours les mêmes élèves qui vont parler et les mêmes élèves qui écouteront. Alors que si on a commencé à réfléchir, en fait, tout le monde va avoir quelque chose à apporter. Donc, le premier niveau de la pyramide, c'est chacun travaille tout seul, cherche une réponse à la question qui est posée. Le deuxième niveau, ça va être une petite mise en commun, c'est-à-dire une mise en commun avec peu d'élèves. Ça peut être par deux ou, comme fonctionne ma classe, ça peut être aussi avec des groupes de 4, 3 ou 4, où on va faire une première mise en commun. Et la mise en commun, c'est quelque chose qui s'apprend. J'ai écrit un article sur mon blog il y a quelques mois qui dit que le travail en groupe, ça ne se décrète pas. Je vous le mets en fiche là aussi. Et en fait, apprendre à travailler en groupe, c'est quelque chose qu'on doit faire, et je pense que quand les élèves ont 8 ans, c'est un bon moment pour aller plus loin dans cette progression-là. Donc deuxième niveau, on travaille par 4, et puis généralement je passe ensuite au groupe classe, c'est-à-dire qu'on fait une synthèse des différentes propositions, des différentes idées qui ont été émises, et chaque groupe, chaque ville, chez moi, chaque îlot a un nom de ville du canton de Vaud, chaque ville va nommer un rapporteur, et dans ce cas-ci, il a le droit de rapporter et de dire au nom de tous ceux qui ont travaillé avec lui ce que eux proposent par rapport à la question qui est posée. Et cette idée de partir de l'élève tout seul, de passer par les petits groupes et de finir en groupe classe avec une synthèse pour tout le monde, qui peut aussi être une institutionnalisation, ici on a ce qu'on appelle un enseignement en pyramide. Et c'est quelque chose qui est intéressant, non seulement pour ratisser large, en étant sûr de ne pas oublier certains élèves qui auraient tendance à se laisser fondre dans le groupe, et puis aussi d'avoir un maximum d'idées par rapport à une question posée. Donc l'enseignement en pyramide qui permet de prendre tout le monde avec soi. Dans la vidéo que j'ai faite sur les routines, que je vous mets en fiche ici, je parle de cette idée qu'une routine, c'est comme un tableau que l'on met dans un cadre. Et la routine, c'est le cadre qui va toujours rester là, et on peut changer le tableau autant de fois qu'on veut. Et j'ai une activité en particulier qui illustre vraiment bien cette manière de faire, c'est la phrase de la semaine, où le tableau va être le sujet de la phrase, le thème que je vais donner aux élèves à développer dans une phrase ou une dizaine de mots en général, alors que le cadre va être la manière de travailler. Déjà, c'est tous les lundis matins, et généralement c'est la première activité qu'on fait après le temps d'accueil. Et puis c'est une phrase qu'on va écrire en fonction de ce qu'on a envie, mais ensuite on va avoir toute une procédure pour la corriger. Et l'intérêt ici, c'est pas forcément les idées que les élèves vont mettre par écrit, mais ça va être le fait d'apprendre à relire une phrase et à reconnaître les différents éléments à corriger. Et donc, ils ont reçu en début d'année cette fiche-là qui est le parcours de relecture d'un texte dans lequel je reprends les différents éléments qui sont nécessaires pour pouvoir corriger toute production écrite. Mon intention, c'est que les élèves puissent l'utiliser dans toute leur production écrite, que ce soit dans les phrases de la semaine, que ce soit pour une composition, une rédaction, un travail d'expression, mais aussi dans leur dictée. Bien sûr, pour les dictées, ils n'utiliseront pas le dictionnaire. Et donc ce parcours leur permet d'avoir de manière régulière, puisque c'est toujours la même chose, les différents éléments à vérifier. Donc on a déjà vérifié que ce qu'on dit a du sens, qu'il y a une signification, qu'on n'a pas oublié de mots. Ensuite, on va s'interroger sur les ponctuations, sur les majuscules aussi. Et puis, en continuant le chemin, on va arriver aux accords, donc les accords dans les groupes nominaux. Est-ce que mes groupes nominaux sont bien entièrement au pluriel, au singulier, au féminin, au masculin? Ensuite, on va passer à la conjugaison. Est-ce que j'ai bien identifié mes verbes et les sujets avec lesquels ils doivent s'accorder? Ensuite, on a une question sur les homophones. Et les homophones, c'est un sujet qui me travaille particulièrement maintenant parce que notre manière de faire, de mettre
les homophones justement ensemble et donner des trucs aux élèves pour les différencier, il semble qu'au niveau des neurosciences, c'est pas la meilleure manière. Alors, quand je dis il semble, c'est tout à fait avéré. Par contre, il va falloir pouvoir remplacer ça par autre chose. Et ça, j'ai pas encore terminé ma mutation à ce niveau-là. Et puis finalement, pour tous les autres mots, il va y avoir le dictionnaire, parce que les mots qu'on n'a jamais vus, en fait, on ne peut pas les inventer. Donc on va les chercher dans le code qu'est le dictionnaire, comment on l'écrit. Et normalement, une fois que les élèves ont passé par tout ce chemin-là, ils devraient avoir un texte qui est terminé, qui est validé, qui est correct. Et donc, cet apprentissage, bien sûr, il faut que les élèves comprennent au début ce qu'ils font, ce qu'est un verbe, ce qu'est un sujet, etc. Mais après, il faut qu'ils puissent comprendre et prendre l'habitude de le faire régulièrement dans un texte. Et ce matin, j'ai fait ça avec chacun des élèves pendant qu'ils faisaient que les autres faisaient d'autres activités avec les maîtresses d'appui. Et on voit que pour certains, c'est tellement fastidieux qu'en fait, ils entrent même pas dans la tâche. Ils écrivent leur texte et puis ils disent qu'ils ont terminé. Et donc, c'est un apprentissage et c'est vraiment une analyse. Si on reprend la taxonomie de Bloom, on n'est pas dans un exercice d'application, on est vraiment dans un exercice de résolution de problèmes, d'analyse pour trouver où sont mes groupes nominaux, où sont mes verbes, où sont les sujets avec lesquels ils doivent s'accorder. Et c'est vraiment une activité complexe. Par contre, je suis convaincu qu'à force de le faire régulièrement, ça va devenir une habitude. Et ce qui est clair, c'est que tous les élèves vont progresser, mais je pense que au-delà de la progression, on peut tendre vraiment vers une routine qu'ils vont pouvoir se répéter eux-mêmes, même s'ils ne sont pas à l'école. Donc cette routine de correction de phrases, d'écriture de phrases et d'autocorrection pour faire le mieux possible. Bien sûr qu'en 5e et même en 6e, on n'a pas appris encore tous les verbes de la conjugaison, on n'a pas appris non plus toutes les règles orthographiques, mais le plus gros problème pour nos élèves, c'est pas de connaître les règles, c'est de les appliquer au bon moment et cette routine est vraiment là pour ça. Peut-être que vous pouvez vous dire, mais il se prend pour qui celui-là à nous partager tout ce qu'il fait en classe? Nous, on fait des choses qui sont très bien aussi et on n'en parle pas pour autant sur Internet ou dans des vidéos YouTube. Alors pourquoi je vous partage cela? Parce que le fait d'entendre comment les autres font les choses, ça donne des idées. Et il y a beaucoup de choses que moi je fais tout simplement parce que d'autres m'en ont donné l'idée sans forcément que ce soit des vidéos YouTube, ça peut aussi être des discussions tout simplement à la salle des maîtres. Ce que je vous partage dans ces vidéos sur mes routines, ce sont des exemples. Et l'idée c'est pas de les copier, mais c'est de prendre des idées, de regarder mais qu'est-ce qui résonne en moi quand je vois cette vidéo-là, qu'est-ce qui me fait envie et qu'est-ce que peut-être j'ai surtout pas envie de faire et puis à ce moment-là surtout ne le faites pas. À partir de cette idée-là, et puis une autre que vous aurez ailleurs, et encore une troisième que vous prendrez peut-être dans vos lectures ou dans un livre plus théorique, en fait, vous allez créer votre propre routine. Et l'idée, c'est pas du tout de vous inciter à recopier les routines que moi je mets en place, mais que ce soit des idées que vous allez mélanger avec d'autres idées que vous allez prendre ailleurs, où vous allez garder certains éléments qui vous parlent, et où vous allez pouvoir créer vos propres routines pour vos propres besoins en classe. Et si vous voulez en savoir plus sur les routines, je vous invite à visionner cette vidéo que je mets en fiche et qui parle justement des routines, de leurs bons côtés, des inconvénients aussi, et puis de comment elles débarquent dans notre vie de classe. Et voilà, notre voyage à travers ces routines clés touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez trouvé des idées et des outils qui vous permettront de créer un environnement de classe harmonieux et efficace. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions dans les commentaires. J'aime beaucoup lire vos retours et échanger avec vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos élèves et faites ce que vous aimez, enseigner.